Donc cette émission est une première. J'inaugure avec notre invitée Stella Kamenga une série d'émissions pour Mediapresse Info TV au cours desquelles j'interrogerai différentes personnalités qui font l'actualité. Stella Kamenga est une jeune étudiante camerounaise vivant en France depuis environ 3 ans, je pense. Elle a fait ce qu'on appelle le buzz avec une vidéo sur YouTube réagissant à l'actualité, à ces manifestations répétées des Black Lives Matter. Et ensuite, elle a été l'invitée d'André Berkoff chez Sud Radio, émission durant laquelle elle a créé la curiosité, l'étonnement, en dénonçant le racisme anti-blanc auquel étaient incités les jeunes Africains vivant en France. Alors, Stella Kamenga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette notion de racisme anti-blanc, de haine des blancs qui est, disons, promue ou à laquelle sont incités les jeunes Africains lorsqu'ils arrivent en France? Concrètement, vous l'avez vécu comment? Alors, moi, je suis arrivée dans une famille d'accueil camerounaise en France et très vite, nos chemins se sont séparés parce que, voilà, on n'avait pas du tout la même façon de voir les choses. En outre, j'ai côtoyé d'autres Camerounais et ce qui revenait très souvent, ce sont ces conseils-là qui veulent que, parce qu'on est noir, on n'aura pas les mêmes chances que quelqu'un qui est blanc. C'est-à-dire au niveau du travail, par exemple, les entreprises vont préférer embaucher une personne de couleur blanche plutôt qu'une personne de couleur noire. Et au mieux, ce qu'on peut espérer comme boulot, ce serait femme de ménage, caissière ou quoi que ce soit dans le genre. Donc, Donc, la je suis pas en train de victimisation. vouloir exactement. Donc, je suis pas en train de minimiser un quelconque boulot. Tous les boulots sont dignes, mais clairement, on te fait comprendre que peu importe le background que tu as, les rêves en France, ce n'est pas permis. Il faut juste être réaliste. Donc, peu importe l'intelligence que tu peux avoir ou la compétence, on te fait clairement entendre que voilà, on préférera toujours une personne de couleur blanche uniquement parce que cette personne-là est blanche. En outre, après ma vidéo, j'ai eu beaucoup de personnes africaines qui m'ont écrit, qui se plaignaient que oui, j'aurais donné des billes à nos ennemis pour, pour s'en prendre à eux. Ou alors, j'ai d'autres commentaires du genre oui, voilà, tu vas voir, tu dis aujourd'hui que tu n'as pas vécu le racisme, mais très tôt, tu vivras ce racisme et il faudra pas que tu viennes pleurer. Donc, c'est plus des commentaires du style, en fait, on te souhaite que du malheur, quoi, au lieu de se remettre en question et se dire que, ben non, si ça ne marche pas, c'est bien qu'il y a un problème et c'est pas forcément la faute des autres, ça peut aussi être la mienne, tout simplement. Donc, Alors, Stella, j'ai même vu qu'après votre émission chez André Berkoff, les commentaires sur les réseaux sociaux ont parfois été très, très méchants, très agressifs. J'ai notamment vu Yasmine Benzani qui a publié un tweet dans lequel elle vous traitait de bounty. Je rappelle que cette Yasmine Benzani est une journaliste qui a démarré chez Canal+, qui a travaillé aussi pour Street Press qui est un média d'ultra-gauche en ligne financé par les Rothschild, et qu'aujourd'hui, Yasmine Benzani est une journaliste pour Al Jazeera, qui est une chaîne de télévision financée par le Qatar. Donc la voilà qui vous traite de bounty. C'est pour le moins méprisant, alors qu'elle se fait volontiers donneuse de leçons dans les médias quant au racisme. On pourrait dire que ça aussi, c'est du racisme de vous traiter de bounty d'une certaine façon. C'est en tout cas une forme de mépris qu'elle affiche à votre égard. Et puis la Ligue de défense noire africaine, qui, elle, vous traitait de négresse de salon. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous réagissez par rapport à ce genre de qualificatif? Alors, ne serait-ce qu'à partir du CV que vous avez donné, j'ai envie de dire, quelle surprise. Oui. Alors, personnellement, moi, quand on me traite de bounty, j'ai fait tout un post là-dessus. Je ne me sens pas du tout offusquée parce que sans
sans vouloir insulter ou mépriser qui que ce soit. Pour moi, c'est quelque chose de, c'est un adjectif qualificatif. Pour moi, c'est un compliment de me traiter de Bounty. Je ne me sens surtout pas insultée à ce niveau-là parce que Bounty représente en réalité l'être noir qui a réussi à traverser ses préjugés ethniques, ses préjugés raciaux et qui voit en face l'individu en tant qu'individu et pas en tant qu'une personne qui serait différente à cause d'un trait de caractère ou d'un trait de physique qui serait la couleur de peau ou de débilité dans le genre. Je pense que les personnes qui me traitent de bounty ou de négresse de salon, on a très bien vu leur CV et on voit très bien que dans leur expression, c'est des personnes plutôt limitées dans leur façon de penser. Et donc, voilà, moi, je ne me sens aucunement attaquée et insultée quand on me traite de bounty ou de négresse de maison. Pour moi, c'est un compliment. Ça me rassure même, j'ai envie de vous dire, parce que à chaque fois que quelqu'un me dit oui, t'es une négresse de maison, ça me rassure, ça me conforte dans ma position qui veut que je fonctionne à contre-courant. Et il y avait un adage chez nous qui disait, quand tu vois un Africain aller dans un sens, pour être sûr que tu vas dans le bon chemin, il faut aller dans l'autre sens. Donc, pour moi, quand on me traite de bounty ou de négresse de salon ou je ne sais pas quoi, pour moi, c'est un adjectif, mais c'est un compliment. Ça me rassure, ça me fait juste du bien de savoir que je ne vais justement pas dans ce suivisme moutonnier-là qui veut que, voilà, parce que on a une minorité de personnes qui ont besoin, je sais pas moi, d'exprimer leur frustration. Ils sont obligés de s'en prendre à des personnes qui leur considèrent comme des hommes, comme des égaux. Et eux, au lieu de respecter ça, ils y voient de la faiblesse, tout simplement. Donc, pour moi, me faire traiter de bounty ou de négresse de salon par ces personnes-là, pour moi, c'est un compliment. Je ne me sens aucunement attaquée, aucunement. Alors, on a aussi l'impression que tous les gens qui s'en prennent à vous en ce moment sont quand même essentiellement composés d'ignorants, de gens qui ne connaissent ni l'histoire de l'Europe, ni l'histoire de l'Afrique, ni l'histoire de l'esclavage. Et donc, justement, quand ils parlent d'esclavagisme aujourd'hui, on sent très bien qu'ils nous répètent une chanson apprise par cœur, mais sans en connaître du tout les fondements, et que notamment, ils n'abordent jamais la question de l'esclavagisme qui a été le plus cruel en Afrique, c'est-à-dire l'esclavagisme arabo-musulman, qui notamment organisait la traite négrière et castrait les hommes noirs qui étaient amenés dans les pays musulmans. Et que, justement, il y a un professeur comme Tidiane Ndiaye qui a beaucoup écrit et fait de vidéos et d'émissions de télévision sur le sujet, qui a montré à quel point la véritable histoire de l'esclavage, de l'esclavagisme, n'était pas ce qu'on nous dit ici chez nous. Est-ce que justement les Africains ne passent pas à côté d'un professeur comme celui-là, des enseignements qu'il met à leur disposition? Je sais que vous, par contre, vous appréciez ce professeur Tidiane Ndiaye. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de ce sujet, de cet esclavage arabo-musulman qui semble être totalement occulté, inconnu dans la diaspora africaine? Alors, il est important de préciser aujourd'hui, enfin, pour certaines personnes, parce qu'il y a d'autres qui se disent oui, mais c'est pas tous les Africains. Donc, je vais me donner le devoir de préciser que certains Africains, ce sont, comment dire, à court d'arguments, ils versent directement dans le sophisme, c'est-à-dire argumentum ad misericordiam, c'est-à-dire essayer de faire culpabiliser l'autre essayant de, en essayant de toucher à la corde sensible quand on est à court d'arguments. Et c'est ce qui se passe avec les Français en France de couleur blanche. C'est-à-dire que quand on est en face généralement les Français ont en face d'une personne qui ne sait pas s'exprimer ou alors qui est à court d'arguments, elle va dire oui, la France a colonisé l'Afrique, ou alors oui, la France fait du néocolonialisme et tout. Pour moi, je trouve que voilà, c'est des arguments qui sont simplement en dessous de la ceinture. Ce n'est pas du tout équilibré. Et la plupart du temps, c'est des arguments fallacieux, j'ai envie de dire.
il y en a qui me reprochent de ne pas connaître mon histoire et de vouloir idéaliser la France et de vouloir faire croire que la France, c'est le paradis. Et à cela, je réponds que mais non. La France est un pays comme tout le reste des pays, hein, et voilà, chaque pays a ses torts et ses reproches et ses qualités aussi. Et effectivement, ces personnes-là qui s'en prennent à la France, je trouve que ils sont malhonnêtes. Ils font de la malhonnêteté intellectuelle parce que là, effectivement, comme on l'avait dit tout à l'heure, la traite arabo-musulmane a duré 13 siècles. 13 siècles de castration, 13 siècles d'influence de la religion islamique en Afrique. Et ça, ils n'en parlent pas. J'ai vu des vidéos où certaines personnes, enfin, certains membres de ces minorités-là, de ces groupes-là, groupuscules de personnes-là, demandaient à ce qu'on revende le musée du Louvre pour payer des réparations de la dette coloniale ou un truc dans le genre. Mais honnêtement, si ces personnes-là étaient honnêtes intellectuellement envers elles-mêmes, est-ce qu'elles auraient le cran de demander, par exemple, aux pays arabo-musulmans de vendre la Mecque pour payer également les réparations de la traite musulmane? Je ne suis pas sûre. J'ai vu d'autres vidéos où les mêmes personnes allaient dans les églises et cassaient des trucs, y mettaient du feu. Est-ce que ces mêmes personnes-là sont capables d'aller en Afrique ou même ailleurs, dans une mosquée, et faire ce qu'ils sont en train de faire? C'est dire à quel point, jusqu'aujourd'hui, en 2020, qui est le maître et qui est l'esclave. C'est pour ça que je dis que, pour moi, il y a cette lâcheté-là. C'est-à-dire qu'ils ont en face d'eux des personnes qui les considèrent comme des êtres humains, comme des individus, et donc ne leur répondent pas. Je parle là des Français qui ne répondent pas aux attaques en dessous de la ceinture. Je parle là des Français qui, quelque part aussi, il y a certains qui se culpabilisent parce qu'ils comprennent l'histoire, mais pas tant parce qu'ils ont participé à toute la mascarade. Mais il y a une autre personne en face qui est tellement de mauvaise foi. C'est ça, en fait, c'est ça qui fait, qui révolte. On a une personne en face qui est de mauvaise foi, qui au lieu de réaliser, en fait, la gêne que ça peut organiser, engendrer, il ne fait qu'appuyer sur le bouton et réclamer des choses complètement insensées. Chose qu'ils ne seraient pas capables de demander, voilà, à ceux qui ont commencé avec la traite d'esclaves en Afrique. Donc, ça dit qui est encore jusqu'aujourd'hui le maître et qui est l'esclave. Jusqu'aujourd'hui, en 2020, en Afrique, dans les pays arabo-musulmans, il y a encore des esclaves. Donc, je trouve que ce serait complètement logique pour ces personnes-là d'aller dans ces pays-là pour faire les réclamations dont ils sont en train de parler. Ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui le 14 juillet, on va dire liberté, égalité, fraternité, que la France accorde le droit à tout le monde de s'exprimer, que ça y est, on est obligé d'entendre n'importe quel son de cloche. Non, je suis contre ça. J'estime que le combat qui doit être mené, s'ils veulent parler d'un combat contre les esclaves ou contre l'esclavagisme ou l'esclavage, ce combat-là est d'actualité aujourd'hui, mais dans les pays arabo-musulmans. Et donc, il y a des esclaves africains qui n'attendent que leur aide, mais qui prient chaque jour le ciel, que venez nous aider. Donc, je pense que ce serait plus logique. Je pense que ce serait encore plus logique pour ces personnes-là d'aller dans leurs différents pays, de casser les églises là-bas et de démonter toutes les statues du général de Gaulle et tout ce qui va avec. En France, le général de Gaulle était un citoyen français qui a œuvré pour son pays. À aucun moment, on a le droit de déboulonner sa statue. Il est dans son pays et la moindre des choses, c'est qu'on respecte sa mémoire et qu'on respecte ce qu'il a fait pour son pays. Ceux qui sont contre ce qu'il a pu faire ou quoi que ce soit parce qu'ils ne le respectent pas ou quoi que ce soit, mais ils n'ont qu'à rentrer où ils respectent leurs héros respectifs à eux. Ne venez pas dans le pays des gens imposer votre façon de voir, votre façon de penser, votre façon de dire les choses et qui on devrait ériger en héros et qui on devrait ne pas en fait, déboulonner les statues. Aujourd'hui, on est plus dans la propagande du vandalisme, dans la propagande de la violence verbale et les médias qui participent à ce jeu, mais je trouve que c'est complètement déplorable. C'est franchement lamentable d'assister à ça en France aujourd'hui, sincèrement. Je ne pensais pas que de ma vie, j'assisterais à une décrépitude pareille. Alors, Stella, donc, vous avez évoqué le fait que
sans les citer, c'est la Ligue de défense noire africaine qui appelait, qui incitait à dissoudre l'Église catholique et à vandaliser les églises, les chapelles, etc. Et dans un autre enregistrement, j'avais lu que vous précisiez qu'en Afrique, l'Église est très respectée et que ces gens-là ne pourraient jamais envisager de propager de telles idées en Afrique. Ils se nomment Ligue de défense noire africaine, mais ils seraient très mal reçus s'ils propageaient ça en Afrique. Tout à fait. L'Église aujourd'hui en Afrique a une place très importante, que ce soit l'Église, enfin la religion chrétienne ou la religion musulmane. À aucun moment vous verrez ça en Afrique. En Afrique aujourd'hui, l'Église a tellement sa place que dans des familles, si quelqu'un tombe malade, le premier endroit où on va penser à amener cette personne, ce n'est pas à l'hôpital, mais à l'église. Pour vous dire à quel point. Ou alors, si on amène le concerné, le malade à l'hôpital, on prévient le prêtre ou le pasteur pour venir compléter le diagnostic du médecin. Pour vous dire à quel point l'église est ancrée en Afrique. L'église, aujourd'hui, mais ça représente... c'est tellement exacerbé qu'en Afrique, on dit la religion, c'est l'opium du peuple. Parce que je vous prends un exemple simple. À la rentrée, par exemple, quand les étudiants doivent aller faire les examens comme le bac ou le probatoire et tout ça, ils amènent leur fourniture scolaire à l'église pour qu'on prie dessus, pour qu'ils aient leur examen. C'est-à-dire que les enfants sont persuadés que s'ils n'étudient pas au courant de l'année, et qu'il suffira juste de ramener leur fourniture scolaire à l'église et qu'on prie dessus, bah, tout ira bien. C'est pour vous dire à quel point eux, là, qui racontent n'importe quoi en France, n'auraient pas le courage et le toupet d'aller en Afrique pour casser une église. Et à chaque fois, c'est le défi que je donne. Mais allez le faire en Afrique. Juste un petit essai et vous verrez les résultats. C'est pour ça que je dis, mais à un moment donné, moi, je trouve qu'il y a trop d'hypocrisie. Il y a énormément trop d'hypocrisie. Et comme malheureusement, on est en face de ce problème-là, comment dire, une montée du communautarisme en France. Chaque communauté essaye d'élire, j'ai envie de dire, une espèce de leader ou de porte-parole qui va parler pour elle. Et à chaque fois, comme je le dis toujours et comme j'ai coutume de le dire, les Noirs choisissent toujours les personnes qui n'en valent pas la peine, les personnes qui n'ont aucun background, les personnes qui ne sont pas du tout intelligentes. Et contrairement à ce qu'ils pensent de moi, qui ne connaissent pas l'histoire, ces personnes-là en particulier ne connaissent pas l'histoire et passent leur temps, la plupart de leur temps à ridiculiser les Africains où ils sont. Parce que moi, personnellement, si j'étais française de peau blanche et tout, moi, je trouverais ça ridicule de voir ce comportement-là. Je me dis, mais est-ce que je vais devoir toute ma vie demander pardon pour des décisions que les gens ont prises quand je n'étais même pas née? Et donc, pourquoi vouloir m'en vouloir à moi par rapport à ça? Et donc, oui, je trouve ça ridicule. Je trouve les arguments avancés ridicules. Et je trouve l'agitation autour, la violence autour ridicule. Et quand c'est comme ça, même si vous avez de véritables revendications, on ne vous prend pas au sérieux. On a l'impression d'avoir affaire aux guignols qui viennent s'agiter et ensuite qui rentrent chez eux dormir. C'est tout. Tout ce qu'on n'a pas l'air de les prendre au sérieux. Ce qui m'énerve. Raison pour laquelle j'ai fait ma vidéo qui a fait un coup de gueule et tout, c'est qu'il y a les médias qui encouragent ça. C'est tout. Oui. C'est ça qui m'énerve. Parce qu'il y a certains médias qui encouragent cette médiocrité d'esprit, cette médiocrité dans la façon de faire et de la façon de penser. Et ça entache clairement l'image de la France. Parce que je m'imagine les autres pays observer le journal à l'international et de voir de manifestations pareilles où la statue du général de Gaulle, qui est quand même une personnalité pas que connue en France, est déboulonnée, est cassée et tout. Mais ce masochisme français vous a choqué, oui, tout à fait, personnellement. Dans l'incompréhension par rapport à ça. Tout à fait. Ben, moi, j'ai eu beaucoup de retours, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit vraiment, c'était là, ta vidéo était comme une bouffée d'air frais. C'est-à-dire que c'était comme une pression, c'est comme dans une cocotte minute qui est sous le feu. Il y a de la pression et puis il y a la soupape qui fait ce bruit-là. Et on se demande à quel moment est-ce que ça va sauter. C'est ça en fait. C'est ce qui se passe en France. On a eu une dictature des opinions d'une
minorité en particulier sur une majorité. Et la majorité ne peut pas s'exprimer parce que si elle le fait, elle est taxée de racisme, elle est taxée de tout ce de colons, d'esclavagistes et tout, voilà, et tout ce qui aujourd'hui est complètement farfelu, en fait, tout simplement. Donc, Alors, Stella, vous avez aussi dénoncé l'hypocrisie de vedettes issues de la communauté noire, comme Omar Sy, Yannick Noah, etc. oui, Des gens qui font les donneurs de leçons, mais qui, eux, vivent dans des superbes villas, dans des beaux quartiers, dans lesquels les Noirs ne pourraient même pas mettre un pied, hormis les milliardaires. Exactement, ça c'est justement le comble. Pour moi, c'est le comble de la sottise, c'est-à-dire c'est la sottise dans sa splendeur. Moi, je pense que s'il faut défendre une cause, s'il faut défendre, il faut manifester contre la violence, ça doit être la violence à tous les niveaux. Ça doit être la violence policière, ça doit être la violence citoyenne, ça doit être la violence médiatique. On doit pouvoir être capable de faire fi de nos émotions, de faire fi de nos préjugés et de défendre l'individu, encore une fois, peu importe la forme sous laquelle il se présente, qu'il soit blanc ou noir. Omar Sy est quand même une personnalité, pour ne citer que lui à titre d'exemple, et qui a été nommée la personnalité préférée des Français. Et c'est pas lui quand même qui va oser, mais ça c'est quand même un affront, se placer devant les caméras et parler de racisme. Le mec, il est plus noir que moi et il se met devant les caméras pour parler de racisme et de Black Lives Matter, alors que il a quand même été élu personnalité préférée. Mais oui, il a quand même été élu personnalité préférée des Français. Le pire dans tout ça, c'est qu'il le fait des laits, c'est-à-dire même pas de la France. Il veut s'indigner. Encore une fois, le problème n'est même pas tant le fait qu'il s'indigne. Non, le problème, c'est la malhonnêteté qu'il y a derrière. Il s'est indigné pour Adama Traoré, il s'est indigné pour George Floyd. Ah ben écoutez, bravo, j'ai envie de lui dire, si lui est soudainement poussé une envie d'être activiste, c'est pas mal ça. Mais j'aurais aimé qu'il s'indigne également pour le chauffeur à Bayonne qui a été assassiné sauvagement, arraché à sa famille. C'est quand même un monsieur qui est parti chez lui le matin, qui a fait une bise à sa femme et qui a dit à ce soir à sa femme, et il n'est jamais rentré. Il a embrassé ses filles, il a dit je reviens le soir et il n'est jamais rentré chez lui. Il y a quand même une gendarmette qui a perdu la vie comme ça, de façon tragique, et je n'ai pas vu ces personnalités-là qui s'indignent par rapport à la violence entre guillemets policière, par rapport à la violence faite à une certaine communauté chialeuse, s'indigner également pour l'outrance, c'est-à-dire la violence dont a été victime ces personnes qui ont été tuées. Et je trouve ça complètement malhonnête. Je me demande si finalement leur activisme n'est pas simplement du marketing pour faire vendre leur marque. Et si c'est ça, j'espère que ce n'est pas ça, mais si c'est ça, je trouve ça encore plus pitoyable. Parce que voilà des personnes qui puisent dans la souffrance qui puisent dans la souffrance d'un peuple, qui puisent dans le mal-être d'une communauté et qui puisent également dans la culpabilité dont peut manifester certains Français pour essayer de faire parler d'eux. C'est ça que je reprochais à ces personnalités-là. C'est également ça que je reprochais aux entreprises comme L'Oréal. Parce qu'ils surfent sur une vague pour faire parler d'eux, mais en réalité, si on va bien chercher, ils n'ont aucune empathie. Ils n'ont aucune empathie pour les gens qui sont victimes de violences. Aucune. Et ça, c'est de la publicité, c'est une opération marketing, comme vous le dites. C'est la réputation marketing de tout ça. Oui. Alors, cette victimisation, on voit bien donc effectivement, tant aux États-Unis qu'en Europe, on pousse vraiment la communauté noire, la diaspora noire, à se rendre victime, à se faire passer pour victime permanente de tout ce qui se passe. S'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils sont noirs. S'ils sont maltraités, c'est parce qu'ils sont noirs. Tout est vu à travers ce prisme de la peau. Le gouvernement du Ghana avait, il y a quelques semaines, fait une communication dans laquelle il s'adressait aux Black Lives Matter en leur disant « Si vous vous sentez victime du racisme, l'Afrique est votre maison, revenez-y, nous vous accueillerons avec joie. » Comment ça se fait que justement tous ces gens-là n'y retournent pas suite à un appel comme celui-là?
Figurez-vous que moi, j'ai eu également ce genre de commentaires-là sur mon mur et moi, ça me faisait bien rigoler. Des gens parce que quand moi, j'ai dit, mais écoutez, si vous êtes des Africains, vous vous sentez mal en France, rentrez chez vous. On m'a dit, ouais, mais t'as pas regardé, t'es aussi noir. Je dis, ben oui, mais sauf que moi, je me sens pas mal en France. Et donc, j'ai des personnes qui viennent me dire, oui, mais il y a aussi des Africains qui sont nés ici, qui sont français, donc la France, c'est chez eux. J'ai dit, non, la France, ce n'est pas chez eux. Parce que si la France était chez eux, ils se comporteraient pas comme ça. Les vrais patriotiques français, ils s'en foutent de la couleur de peau, ils défendent la France. Or, on a une catégorie de personnes qui disent qu'ils sont nés en France et qui disent aussi que la France est chez eux, mais qui parlent de racisme, d'esclavage, et ça veut dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'histoire française. Et donc, à ces personnes-là, moi, je dis, si vos parents ont commis l'erreur d'être, je dis, si la France a commis l'erreur de déporter vos ancêtres, et pour certains, et d'autres, vos parents ont commis l'erreur de vous amener en France, écoutez, vous pouvez toujours faire ce qui est bien et corriger cette erreur et rentrer en Afrique. L'Afrique a les bras grands ouverts pour vous accueillir. Peu importe qui vous êtes, peu importe la langue par laquelle vous exprimez, que vous soyez de souche anglophone ou francophone, l'Afrique est volontaire. L'Afrique embrasse tout le monde. Donc, rentrez chez vous. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas matière à débattre là-dessus. Donc, je suis d'accord avec le gouvernement du Ghana. Et également aussi, le Black Lives Matter aux États-Unis, c'est clairement une manipulation politique. Hein. Ça, on a très bien compris. Moi, depuis 3 ans déjà, je me suis intéressée à la politique américaine. Et selon les statistiques du FBI et de la police, les Noirs s'entretuent plus entre eux que les Blancs qui s'entretuent, qui tueraient, supposition, les Noirs. C'est-à-dire que si on veut parler des races qui sont le plus tuées par la police en général, la police tue plus de Blancs, ensuite plus d'Espagnols et enfin les Noirs. Mais la race qui chiale le plus, c'est les Noirs. Pour un Noir tué aux États-Unis, on a 5 Blancs tués aux États-Unis. Il suffit de voir les statistiques, je les ai reçues. Il y a des ex-policiers qui ont fait des documentaires là-dessus pour expliquer que la population noire ne représente que 13% de la population américaine, mais 50% des crimes commis en Amérique viennent de cette population-là. Comment vous expliquez ça? Et c'est beaucoup plus des crimes des Noirs commis envers d'autres Noirs. Mais dès que, voilà, il y a une fenêtre de tir pour faire parler d'eux et pour faire un peu de marketing et de publicité comme ce que l'officier Chauvin nous a offert pour le coup avec la mort de George Floyd, ils vont saisir l'occasion, ils vont marcher, ils vont crier partout au racisme, aux discriminations parce qu'ils sont noirs et tout ça. Pourtant, on sait très bien que c'est faux, on sait très bien que c'est de la manipulation. Au passage, vous avez utilisé plusieurs fois le mot race. Vous n'êtes pas de ces antiracistes qui considèrent qu'on ne peut plus utiliser le mot race, que les races n'existent pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une espèce de grand leitmotiv de l'antiracisme, c'est de prétendre que les races n'existent pas et en même temps de nous faire tout un laïus sur le fait que les Noirs seraient victimes du racisme des Blancs. C'est contradictoire. Pardon, excusez-moi. Évidemment que c'est contradictoire. Je trouve même, encore une fois, on ne va pas se mentir. Le problème avec la société actuelle, c'est qu'ils veulent à tout prix se mentir. On ne peut pas se mentir et on ne va pas se mentir. Vous êtes blanc, je suis noir. Et ce n'est pas parce que vous dites que vous êtes blanc et que je suis noir que ça veut dire qu'il y a un racisme. La société est composée de plusieurs sortes d'humains, de plusieurs couleurs, de plusieurs têtes différentes, de plusieurs caractères. Mais pourquoi est-ce qu'on veut nier la réalité? On est simplement des individus, on fait partie de la race humaine, c'est clair. Mais accepter nos différences ferait de nous, accepter nos différences et dépasser nos différences pour mieux vivre ensemble ferait de nous des personnes extraordinaires. C'est tout ce qu'il y a à retenir. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors on a vu, ce n'est plus un secret pour personne, que Black Lives Matter est notamment financé par le milliardaire mondialiste George Soros, et que les fondatrices de Black Lives Matter aux États-Unis sont issues de la communauté homosexuelle et transgenre, ce qui n'est pas, à proprement parler, très apprécié parmi la communauté africaine.
généralement, les Évidemment. Africaines ne sont pas très sensibles à la propagande LGBT. Alors, on est vraiment dans une opération de manipulation, non? Tout à fait, oui. Écoutez, encore une fois, j'ai eu beaucoup de mal avec ces Africains-là qui sont américanisés, qui sont francisés, qui vivent dans d'autres pays et qui veulent se réclamer d'une identité africaine, mais en réalité qui n'assument pas du tout. En Afrique, les valeurs sont encore tellement ancrées qu'on accepte difficilement une personne qui affirme, qui assume son homosexualité. Voilà, on considère que cette personne-là pêche contre Dieu et voilà, c'est vraiment encore ancré dans la C'est une culture société africaine. familiale. L'Afrique est encore très basée sur une Exactement, conception familiale de la société. tout à fait. Et ces personnes-là savent ça, mais elles n'en parlent pas. Elles, elles courtisent une communauté faible également qui est en manque de leaders pour se rajouter d'autres sympathisants à leur mouvement. Donc, encore une fois, effectivement, comme vous l'avez dit, pour moi, j'en ai vraiment plus que marre, en fait, de cette manipulation-là des esprits faibles. Et quelque part, moi, ça me fait mal parce que c'est pas tant le manipulateur qu'on va agresser aussi. C'est celui qui se laisse manipuler par tout ça et qui sait et qui, il suffit juste de fournir un effort de réflexion, mais tout simple, hein, pour se rendre compte que voilà, je n'ai pas envie d'être manipulée. Et c'est le message qu'il faut passer. Cherchez vous-même vos réponses. Arrêtez d'être assis devant votre écran et d'attendre que la bonne parole vienne vous trouver chez vous. Non, encore une fois, les choses ont tellement avancé aujourd'hui qu'on peut faire ses propres recherches. On peut chercher à comprendre un mythe ou à éclaircir un mythe qu'on n'a jamais compris. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'on devient, je ne sais pas moi, comme une personne qu'on a brainwash le cerveau, c'est-à-dire qu'on a fait un lavage de cerveau. Non, ça veut juste dire qu'on est une personne qui réfléchit et qui essaie de se faire sa propre opinion. Voilà. Alors, on a vu aux États-Unis, il y a quelques jours, des défilés armés de de Black Panthers, des gens qui défilaient dans les rues, dans les quartiers américains armés de fusils d'assaut. Vous avez d'ailleurs mis ces images Oui. sur votre page Facebook. On a vraiment l'impression que tout est fait pour pousser une guerre raciale. Est-ce que vous considérez que c'est l'un des objectifs de cette manipulation? Quel est le but, selon vous, de cette manipulation? Ça dépend. Est-ce qu'il y a des politiques derrière qui veulent être votées? Oui. Et donc, ce serait un bon moyen de faire parler d'eux ou de se lier à la cause pour faire parler d'eux. Par contre, le danger, c'est qu'actuellement, on a un problème parce que la France a tendance à assimiler tout ce qui vient des États-Unis. Et donc, on serait quand même en droit de se poser la question, est-ce que ce phénomène-là pourrait arriver en France? Déjà, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que la population américaine est quand même la population la plus armée au monde. Et sur 800 des poussières enfin, sur 800, environ 800 millions d'armes en circulation dans le monde entier, les Américains détiennent 397 millions d'armes sur 800 plus de millions d'armes qui circulent. Donc, c'est dire à quel point on ne peut pas en arriver là. En France, le port d'armes, c'est illégal, c'est interdit. Et je fais encore confiance à la justice et à la police française pour maintenir l'ordre, même s'il y a quelques couacs et certaines personnes qui essaient de ternir l'image de la police. Est-ce que donc ces personnes-là veulent pousser à une guerre, même si c'était le cas, ils ne pourraient pas? Il y a une différence entre une personne qui mousse pour se faire voir et une personne qui agit véritablement. Autant vous avez vu les Black Panthers défiler avec des armes, autant vous avez vu un couple qui est devenu très célèbre, un couple d'Américains blancs avec des armes pour défendre leur maison. C'est pour vous dire à quel point ils vont pas. Voilà, il y a des gens comme ça qui vont pas se laisser faire. Et la population noire afro-américaine aux États-Unis ne représente que 13% de la population. Ils sont pas les seuls. Donc, à moins qu'ils n'attirent les sympathisants, par exemple, des Chinois ou des Espagnols, mais ça m'étonnerait. Généralement, ils fonctionnent plus en communauté et c'est chacun pour sa communauté. Donc, si c'est ça qu'ils veulent, je pense qu'ils seront servis. Et tant que
pour le coup, j'ai pas envie de faire la publicité de Trump, mais Trump, je pense que c'est le meilleur président qu'il faut aux États-Unis parce que lui, ça rigole pas avec lui. Lui, s'il faut qu'il déclare un état d'urgence et qu'il vous envoie l'armée pour vous calmer, il va le faire. Donc, moi, je m'inquiète pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça ne relève que d'un coup de pub, un coup de buzz pour faire parler d'eux. Mais ça n'ira pas plus que ça. Parce que autant ils sont armés, autant les autres aussi sont armés. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus... qu'est-ce qui, comment dire, arrête un méchant armé aux États-Unis? Bah, c'est un gentil armé. Alors, j'ai aussi, je vous ai entendu dire dans un tout récent enregistrement que vous compreniez, enfin, en tout cas, c'était ce que j'en avais compris, que vous compreniez d'une certaine façon les gens, les militants comme Génération Identitaire et d'autres qui, face à tous les excès que l'on voit d'une population d'origine extra-européenne, tiennent à défendre leur pays, leurs coutumes, leurs traditions, leur civilisation. Vous comprenez cela? Parfaitement. Ces jeunes-là, c'est des patriotes. Ils vivent dans leur pays, mais c'est pas des racistes. Voilà des jeunes qui estiment que même si vous avez des revendications, vous n'avez pas à taguer, vous n'avez pas à casser. Revendiquer, mais n'emmerdez pas les gens. Pour éviter, je veux pas être impoli, mais voilà. Mais moi, j'apprécie énormément ce que ces jeunes font. Et j'ai essayé de rentrer même en contact avec eux. Je suis parfaitement d'accord avec leur ligne de conduite. Ils se donnent pour mission d'essayer de nettoyer les statuts qui ont été tagués. Ça, c'est des gestes patriotiques, c'est des gestes qui aident la société. Ils essayent d'apaiser les tensions, mais ces jeunes-là, ils ont, comment dire, aucune méchanceté en eux, aucune trace de racisme, contrairement à ce que les gens veulent bien faire croire. Encore moins, ce ne seraient des personnes, voilà, qui essaieraient d'encourager comment dire, le racisme, entre guillemets, systémique contre une communauté pleurnicharde. Non, c'est juste des jeunes qui vivent en France, qui aiment leur pays et qui aimeraient qu'on respecte leur pays, leurs valeurs et leur culture. C'est aussi simple que ça. Alors, dans les messages de sympathie, parce que j'imagine que vous avez reçu quand même beaucoup de messages de sympathie, rassurez-moi, et parmi ces messages de sympathie, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui viennent de Français qu'on pourrait dire de souche, de Français blancs, mais est-ce que vous avez aussi reçu des messages de sympathie de gens de la diaspora africaine qui comprenaient votre message et qui soutenaient votre démarche? Honnêtement, très peu. C'est-à-dire que sur 10 messages que je reçois, j'en aurai par exemple 7 des Français et 2 des Kabyles et un des Africains, pour vous dire. Donc, j'ai très peu de messages de la part des concitoyens africains. Par contre, j'ai eu des retours des Français qui me disaient qu'ils avaient des amis africains qui étaient d'accord avec moi. Fallait savoir. Eux, en tout cas, ils sont pas venus m'écrire, ils m'ont pas laissé ce message-là. Mais leurs amis français se sont chargés de me transmettre la nouvelle. Je dis d'accord. Et à partir de là, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de métissage en France. Il y a beaucoup de femmes africaines, d'hommes africains qui sont en couple avec des Européens. Et parfois, on a dans le couple, dans ce type de couple-là, une personne qui est réfractaire à la vérité ou alors qui peut accabler son compagnon ou alors le traiter de colon ou je sais pas quoi, d'esclavagiste et tout. J'ai eu des retours comme ça aussi, des gens qui m'ont dit, oui, j'étais avec une Camerounaise, j'étais avec une Ivoirienne et, et quand on avait des problèmes, elle me traitait de colon et d'esclavagiste. Donc, j'ai eu des retours comme ça. Mais non, j'ai eu très peu de retours des Africains, très peu. Et je comprends pourquoi. Certains ne veulent pas perdre leurs membres de famille, leur boulot peut-être, et ne veulent pas se faire voir, tout simplement. Mais c'est dommage, parce que franchement, ma vidéo serait plus un champ de ralliement pour essayer d'ameuter toutes ces personnes-là qui ont travaillé en France et qui ont reçu quand même de la France que leur pays d'origine ne leur a pas donné. Et la moindre des choses, c'est qu'elles doivent être reconnaissantes. Elles doivent se rallier à moi pour dire que oui, honnêtement, la France n'est pas ce que vous êtes en train de dépeindre. Nous, on a réussi, on est des médecins, des ingénieurs, des enseignants, des hommes politiques. Et ce que vous dites, ce n'est pas ce que eux ils disent en tout cas, ce n'est pas ce qu'on pense. Et donc, on te soutient. J'aurais plus
et même me retrouver dans ce type de communauté-là. Ça m'aurait vraiment rassuré que voilà, tous les Africains ne sont pas de la LDNA. Est-ce que vous avez eu des retours d'Africains vivant en Afrique? Oui, ça par contre, je peux vous dire que j'ai eu des retours, c'est-à-dire je dirais que c'était plus 60%, 40%. J'ai une amie qui est musulmane au Cameroun qui m'a écrit, qui m'a dit, Stella, j'avais pas vu ta vidéo, mais dès que je l'ai vue, j'ai sauté. Voilà des gens comme ça qui ternissent notre image à l'étranger. J'ai eu beaucoup de soutien de la part des Africains en Afrique. C'est-à-dire que voilà des personnes qui sont pas expatriées, mais qui comprennent et qui savent à quel point ceux qui vivent ici ont de la chance. Et donc, ils sont estomaqués de constater que ces personnes qui ont cette chance-là ne la saisissent pas. Au contraire, c'est eux qui taguent, qui cassent, qui insultent et qui créent des mouvements de violence. Et ça, oui, ils ne comprennent pas ça. Donc oui, j'ai eu des soutiens des différentes personnes d'Afrique, du Cameroun, du Gabon, de la Côte d'Ivoire et tout. J'ai eu beaucoup de soutien de ces pays-là, beaucoup. Mais voilà, mais après, il y a d'autres qui restent, voilà, on n'y peut rien. Les dogmes restent, les préjugés restent, on n'y peut rien. Mais globalement, le retour était plutôt bon de ce côté-là. D'accord. Alors, pour conclure, dernière question. Est-ce que finalement, vous êtes aujourd'hui devenu le meilleur des symboles du slogan La France aimez-la ou quittez-la? Je ne dirais pas ça, mais ça ne veut pas dire que je ne le pense pas. Mon idée première serait une réconciliation entre la France et les pays africains. Il faudrait que les pays africains, du moins ces Africains qui passent leur temps à pleurer ou à chialer après la colonisation, réussissent à traverser ça et à vraiment s'intégrer et apprécier ce qu'ils ont pour mieux comprendre la société et pourquoi pas éviter certains pièges du régime, pardon, des décisions du gouvernement et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est ma façon de penser. Mais si ces personnes-là ne veulent pas s'intégrer, si ces personnes-là sont foncièrement méchantes et sont plus dans l'optique de détruire que d'être ouvertes d'esprit, à ces personnes-là, oui, on n'hésite pas, on dit, parez-vous, on n'a surtout pas besoin de ça. Déjà qu'on a des problèmes avec les classes sociales où il faut arranger, il faut perfectionner, il faut expliquer aujourd'hui aux Français comment ils peuvent éduquer leurs enfants en toute dignité. Normalement, c'est ça qui devait être le débat au sorti de la crise sanitaire qu'on a tous vécue. C'est ça qui devait être le débat. On a vécu une crise sanitaire, on a été confinés 3 mois, beaucoup de personnes ont perdu leur boulot. À la sortie de la crise, quel est le plan d'action? Comment est-ce qu'on peut faire? Comment les familles françaises qui se plaignaient déjà de leurs revenus et qui ont encore perdu entre le tiers et la moitié de leurs revenus, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour sortir la tête de l'eau? C'est ça qui devait être le débat actuellement. C'est ça qui devait remplir les chaînes de télé. Et non pas une histoire de racisme qu'ils ont fabriqué, je sais pas moi, dans leur marmite. Ils sont venus nous pondre à la figure, quoi. Donc, non, c'est complètement dommage d'assister à tout ça. Donc, oui, à ces personnes-là, si vous voulez pas vous intégrer, rentrez chez vous. Et ça, je le dis sans tergiverser. Merci beaucoup, Stella, pour avoir répondu à nos questions avec beaucoup de franchise et beaucoup de courage. C'est moi qui vous remercie.